Très rapidement, je vais vous montrer notre site internet pour que ce soit plus concret. La société et les formes est née en 2007 de l'envie de transmettre le savoir du fondateur de la société, Lionel Drouin, qui avait écrit un livre sur un logiciel de musique assisté par ordinateur. Et il s'est rendu compte que la vidéo était sans doute un moyen beaucoup plus efficace pour transmettre et pour enseigner l'utilisation de ce logiciel. C'est facilement compréhensible sur la musique, parce que le meilleur livre du monde ne pourra jamais rendre compte du résultat sonore que vous obtenez lorsque vous faites une manipulation. On a enchaîné ensuite sur Photoshop, sur différents logiciels créatifs, en collaboration avec les éditeurs de logiciels, avec Adobe, avec Apple Autodesk. Et on a désormais un catalogue de plus de 200 formations, sur plus de 20 000 vidéos, sur la plupart tous les sujets que vous voyez en haut, la 3D, l'infographie, la bureautique, l'audio, la MAO. Ce qui nous caractérise, c'est de travailler comme une maison d'édition avec des auteurs qui sont certifiés par les éditeurs de logiciels et pour lesquels nous apportons notre expertise en ingénierie de formation. Ils se rendent de notre studio. On enregistre des formations d'une moyenne de 6 heures qui sont ensuite commercialisées en DVD dans les réseaux traditionnels, Fnac, librairie, e-commerce, mais également en vidéo à la demande. Alors ça, c'est le portail de VOD qui va bientôt être complètement relooké. Ou également intégré sous la norme SCORM dans différentes plateformes de LMS. Donc, moi, ce qui m'intéressait dans l'histoire d'éléphant, bon, pas là pour faire la publicité, c'est pas le style de la maison. Donc, l'histoire, c'était de dire, c'est un nouveau format. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce format? C'est un format court. On avait appelé cette intervention faire court. Alors, faire court avec un petit jeu de mots sur la dernière lettre. Est-ce que c'est un faire court avec un S ou un faire court avec un T? Et ça sera un petit peu les deux, si j'ai bien compris. La société existe depuis 8 ans, je ne trouve pas que ce soit nouveau. Non, on est le nouveau format. Effectivement, par contre, enseigner les logiciels, alors, on ne se limite pas qu'aux logiciels. On apprend également des techniques de prise des vues, des techniques professionnelles, des techniques métiers associées aux univers que nous traitons. Quant à la notion de durée, on s'est rendu compte qu'une formation vidéo d'une durée moyenne de 6 heures représentait le contenu en formation continue d'à peu près 2 à 3 jours en présentiel. Donc ça ne me semble pas tout à fait être le format court. Quand on a une formation Photoshop, par exemple, qui tient sur un double DVD, fait 25 heures. Et si vous voulez donner cette formation dans un circuit plus traditionnel, il faut au moins une semaine. Mais à l'intérieur de ces formats-là, c'est des petits morceaux voilà. Qui se succèdent. Alors c'est vrai qu'une formation... Ce que j'appelle moi le format YouTube, parce que des tutoriels dans YouTube, il y en a absolument partout, quoi. Une formation, effectivement, est redécoupée en chapitres et en vidéos, et on s'est rendu compte, grâce à notre analyse sur Google Analytics, qu'une vidéo de plus de 5 minutes avait un taux de rebond très élevé. Les gens abandonnent rapidement au bout de 5 minutes, se lassent. Donc là, ce qu'on voit très bien, la moyenne, ça fait quoi, une là, minute 30 minutes là, on est sur des bonnes durées, 2 à 3 minutes. Au-delà, effectivement, on perd notre stagiaire, on perd notre client. Alors, comme on est surtout, nous, des formateurs, la question qu'on pose, évidemment, c'est est-ce qu'on peut apprendre en un clic? L'expérience nous montre en un clic, non. Il faut aller plus loin que le premier clic. Par contre, on a d'excellents résultats sur la plupart des logiciels, d'excellents retours clients. Vous ne souhaitiez pas aborder le modèle économique, mais on a la chance d'être dans une entreprise qui profite d'une croissance de 30%. On a un taux de fidélisation de nos clients qui est important. Quand ils se forment avec nos solutions, ils reviennent. On a la chance ou la malchance d'avoir des logiciels qui ont des versions de plus en plus régulières. C'est vrai pour, par exemple, Photoshop, qui a maintenant une nouvelle version tous les ans. Et les clients reviennent tous les ans, racheter, se reformer aux nouvelles versions que nous traitons. Et oui, on peut se former en auto-formation avec nos produits ou d'autres produits. Après, j'ai envie de dire, c'est une question aussi de typologie de clients. On a des personnes très sérieuses qui suivent la formation de A à Z et qui derrière arrivent à bien appréhender le logiciel. D'autres qui ne s'en servent que de ressources pédagogiques et vont chercher le tutoriel qui les intéresse au moment donné pour se rappeler une fonction
ou se perfectionner sur une autre. Et on peut dire que c'est pas très cher. Notre panier moyen s'établit à 70 €. Je ne sais pas si c'est pas cher. Bah, comparé au prix des catalogues de formation qui sont un peu partout, ça n'a pas grand-chose à voir. Pourquoi m'opposer aux formations traditionnelles? Je suis éditeur, je fais des contenus pédagogiques. Je suis plus proche peut-être d'un éditeur de livres que d'un centre de formation traditionnel. Ouais, alors nous, on est plutôt centre de formation traditionnel ou pas, mais on est plutôt de ce monde-là. Et on regarde ces nouveaux entrants avec des yeux un peu curieux. Vous n'allez pas dire que je suis concurrent des centres, non. Bien au contraire, c'est souvent la première approche d'ailleurs, l'auto-formation, pour ensuite entrer dans un centre. C'est un complément aussi, il ne faut pas les opposer, je pense. C'est ça. Et donc, en fait, dans l'histoire qu'on s'est racontée, l'histoire de votre entreprise, c'est vous êtes parti du marché particulier. Si on veut, on est parti sur un marché direct, effectivement, en B2C ou en B2B, de vente de contenu pédagogique sous forme matérielle, DVD, mais de plus en plus sous forme de dématérialisé. On compte dans nos clients de nombreuses administrations. Oui, c'est ça, je veux dire. Donc vous avez découvert, et c'est une des raisons de votre présence ici, le marché professionnel. Le marché professionnel est venu nous chercher par la qualité de nos produits. Il a fallu effectivement structurer notre offre pour ce marché, normaliser nos contenus SCORM pour pouvoir les intégrer dans les différentes plateformes et s'adapter aux besoins des clients. On est venu également nous chercher pour réaliser des contenus sur mesure, sur des ERP, vous savez, ces grands logiciels maison pour gérer la compta et autres, que nous avons ensuite fourni à ces entreprises. Très bien. Et pour finir cette présentation, finalement, vous dites que vous êtes plutôt un éditeur. Ça m'a titillé un peu. Qu'un établissement de formation, si on peut dire. C'est la vocation de notre entreprise, c'est-à-dire qu'on est là pour produire les meilleurs contenus, alors sous forme vidéo, parce que c'est notre métier, et ensuite les proposer aux administrations, aux entreprises, aux centres de formation. Parallèlement, effectivement, nous avons développé une activité de formation en ligne qui repose sur un accès à nos tutoriels vidéo et à une interaction en visioconférence avec nos formateurs qui sont tous des experts dans leur domaine. Ça aussi, c'est né la demande de nos clients qui découvraient nos produits, excusez-moi, mais que j'estime excellents, parce qu'on va toujours chercher des experts dans leur domaine, des experts sur Final Cut, des experts sur Photoshop, et ils nous appelaient derrière pour aller plus loin et proposer des formations. Donc aujourd'hui, effectivement, on répond sur des offres en intra, en inter, ou en e-learning sur de l'accompagnement personnalisé. On se voit bien que dans le catalogue que vous avez fait, c'est plutôt du domaine de l'informatique au sens large, bureautique, etc., ERP, vous venez de le dire. Vous imaginez d'autres champs de développement? Alors on a commencé effectivement sur une partie de notre catalogue, sur la photo qui peut sembler anecdotique, mais maintenant on va sur le terrain, on s'est équipé en matériel pour filmer un professionnel, expliquer son métier, expliquer comment il pratique des clichés. Donc on a quitté le monde du logiciel. On fait des formations très théoriques également sur les techniques de cadrage, les techniques de film, réalisées soit sur le terrain, soit en images de synthèse. Et nous développons également un nouveau catalogue sur une nouvelle marque, sur le développement personnel, le développement commercial, toujours en vidéo. Voilà. Et l'étape suivante, c'est effectivement d'intégrer à ces vidéos des modules de validation de compétences, de validation d'acquis, de suivi d'assiduité, pour les intégrer dans des parcours complets de formation e-learning. Ok, alors je ne vais pas le seul à intervenir. Jean, est-ce que tu as des questions? Oui, la question, en fait, à travers le fil des tweets, c'est plutôt de faire l'analyse entre votre partie éditeur et votre partie organisme de formation. Autrement dit, quelle est la part des gens qui consomment directement vos produits sur leur propre initiative, à titre personnel? Ça représente 80% du chiffre d'affaires. D'accord, donc ça reste largement majoritaire. Et donc, c'est à l'initiative des gens qui ensuite portent vos produits au sein des entreprises pour que les entreprises puissent leur proposer dans un second temps, ou quel est le relais de développement de vos produits? C'est d'abord des individus, puis des entreprises? Quel est le relais par rapport... Votre relais de croissance, hein, vous parliez de 30% de croissance. C'est ça? Voilà. Alors il y a plusieurs explications. Je pense qu'il y a
comme je vous l'ai dit, un taux de fidélisation qui est important, donc un client acquis derrière revient. Quant aux nouveaux clients, on a effectivement de grosses stratégies en web marketing, un gros travail en référencement naturel sur l'ensemble des logiciels qui sont au catalogue. C'est une partie que je suis et on a la chance d'être dans le top 3 sur Google sur la plupart des logiciels que nous avons. Donc c'est comme ça qu'on crée un trafic, qu'on crée de la notoriété et derrière que l'on se crée une clientèle. D'accord. Dans le monde de l'entreprise ou des particuliers finalement. Mais donc en fait, vous avez la même stratégie que ce soit entreprise ou particulier. Vous faites des bons produits et après les gens viennent les consommer, qu'ils soient à titre professionnel ou à titre personnel. C'est ça en fait. C'est ça. On a également des distributeurs. Sauf erreur de ma part, on n'a pas de contenu équivalent gratuit. Vous trouverez effectivement en cherchant sur YouTube, en cherchant sur Google, des milliers de petites vidéos, souvent mal enregistrées, avec une qualité de son moyenne et sans garantie de la provenance de l'auteur sur Photoshop. Mais vous n'avez pas de formation structurée, effectivement, en 3 fois 6 heures, tel que nous le proposons. Donc, après, est-ce qu'on pourrait imaginer un modèle gratuit, mettre tout gratuit, monnayer par exemple notre audience? Mes dernières simulations montrent que ce serait un peu compliqué. Et encore une fois, on est porté par une entreprise qui a démarré sur fonds propres donc en 2007, sans levée de fonds. On fait maintenant 1,5 million. Et on a une croissance de 30%. Donc ça semble démontrer que notre modèle économique peut fonctionner et encore de l'avenir. On ne perd jamais à vendre d'ailleurs des produits chers. Pour parler du modèle économique, il y a quelques mois, j'ai mis un coffret en vente à 300 € sur 3ds Max et ça a été ma meilleure vente. J'ai jamais... C'était un petit peu un coup de poker. Je me suis dit, est-ce que ça peut marcher un produit aussi cher? Et effectivement, les gens achètent une formation qui fait 71 heures sur un logiciel très complexe, un logiciel qui ne s'improvise pas, et ça a très très bien marché. Ah. Ok, bon, merci Mathieu. Je vais vous présenter Marie-Pierre Bédard. Alors, c'est un peu compliqué de présenter Marie-Pierre Bédard. Certains l'ont peut-être déjà rencontrée hier. Elle était dans les ateliers de Communautique. Marie-Pierre, elle est prof d'histoire et elle a créé une société qui s'appelle Calimedia. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment on en arrive là? Comment un professeur d'histoire crée une entreprise orientée numérique qui s'appelle Calimedia? Alors, je vais faire la prof d'histoire qui fait son autobiographie, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc voilà, je suis une historienne, je veux dire, de base. J'ai été formée dans la plus pure tradition de l'université de Caen. Et je suis effectivement en train de m'échapper du zoo. Alors c'est un parcours déjà un peu long, parce que ça fait 20 ans que je suis entrée dans l'éducation nationale. Le hasard des affectations a fait que j'ai côtoyé des publics très différents, dans des lieux différents, banlieue parisienne, à la campagne, à la ville. Et à chaque fois, il fallait que j'enseigne l'histoire. Alors ça m'a amené à me poser des questions sur ce que c'était qu'apprendre dès le départ, donc dès 1994. Apprendre, transmettre pour que l'autre s'approprie. Ça faisait beaucoup de challenges. Et puis, je suis arrivée en 2003 à l'IUT de Saint-Lô et j'ai vécu ma révolution culturelle puisque j'ai dû enseigner l'histoire de l'art à des geeks dans un département de multimédia, un département services et réseaux de communication qui forme des étudiants à Bac+2 sur les métiers de l'Internet et du multimédia. Et là, c'est devenu assez compliqué. Alors avec les étudiants, mais c'était aussi compliqué de communiquer avec mes collègues. Parce que, en fait, je me rendais compte qu'on était censé former des étudiants qui avançaient, qui se formaient pour des métiers. Et nous étions capables d'utiliser des termes qui recouvraient une réalité pour les informaticiens, une autre pour
pour les gens de la communication. Et je me suis dit, mais comment l'étudiant qui passe 38 heures dans des salles de cours arrive à faire un pot commun de tout ça pour se former et pour devenir un être unique et multicompétent. Donc au bout d'un certain nombre d'années, on a réussi à se comprendre, à travailler ensemble, à monter des projets communs. Et on a créé une licence professionnelle qui porte un sigle qui s'appelle la D2PC, Développement et Protection du patrimoine culturel, formation multimédia et réalité virtuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on formait cette fois à Bac+3 des étudiants qui allaient travailler sur les problématiques de conservation et de valorisation du patrimoine. Des visites multimédia pour des musées, des visites virtuelles, des reconstitutions historiques sous forme de 3D immersive, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et donc là, c'était véritablement passé à un stade supérieur, puisque on les formait à eux-mêmes travailler sur le terrain, dans le sens de ce que j'appelle communément le mariage de la carpe et du lapin. Alors je ne sais pas qui est la carpe et qui est le lapin entre l'historien et l'informaticien, mais à l'heure du mariage pour tous, ça fait quand même des unions assez particulières. Et ces étudiants, ils sont formés encore aujourd'hui. Ça fait 6 ans que cette licence professionnelle est montée. Ils sont formés pour monter des projets technologiques purs dans des structures qui sont des musées. Donc là, je me suis dit, on a réussi quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un schéma d'étudiants qui aurait un bout de l'expertise de l'informaticien, un bout de l'expertise de l'historien, qui serait finalement expert en rien du tout. C'est aujourd'hui cette acculturation, si possible cette maîtrise d'une double culture, qui est une expertise en soi. Et ça, je me le suis approprié, je dirais, par l'exemple, en menant moi-même une thèse sur les reconstitutions historiques à l'aide de l'outil technologique. Donc j'ai travaillé sur la restitution virtuelle d'une église en 3 dimensions, c'est-à-dire une forme de monographie 2.0. C'est un travail d'historien, mais à la place d'écrire une monographie textuelle, cette monographie, elle est devenue un espace-temps visitable en 3D, en interactivité avec le modèle, donc un espace-temps documenté, et une monographie qui, alors certes, elle n'est pas visitée, lue par tout le monde, parce que je pense qu'on est aussi dans la 3D, dans de la lecture. Elle n'est pas lue par tout le monde, mais elle est en tous les cas accessible à des gens qui n'iraient pas lire une thèse et une monographie sur l'église Notre-Dame de Saint-Lô. Donc on est passé finalement de la pédagogie à la recherche, à une forme de médiation, dans un cadre qui est celui des humanités numériques. Alors on connaît un peu dans le coin, moi j'avais entendu parler, on peut visiter de façon virtuelle le château de Falaise, enfin ça c'est des choses qui se développent. À Marseille, pour ceux qui y étaient, se rappellent peut-être de l'histoire qui avait été racontée, Mystère à la Basilique, qui était un jeu, un serious game un peu pour redécouvrir le patrimoine culturel de la ville de Saint-Denis. Qu'est-ce que le numérique a apporté à l'historienne ? Assez clairement, une autre manière de voir les choses. Alors, voir une manière alternative de regarder le monde. Je me suis... Parce que du coup, j'ai pas répondu à votre question, comment je suis passée de l'enseignement à monter une boîte de conseil. L'université, c'est bien, c'est extrêmement formateur. J'ai été vraiment... Je me sens aujourd'hui très riche de ma formation disciplinaire en histoire, comme je disais au tout début, dans la plus pure tradition de la formation à l'université de Caen. Et en même temps, en travaillant avec des gens
qui sortaient eux-mêmes de l'université, qui étaient eux-mêmes docteurs en quelque chose, on n'arrivait pas à se comprendre. Et donc cette approche disciplinaire, je prends un terme d'informatique, elle nous formate. Et du coup, quand on doit travailler ensemble, l'historien aujourd'hui, je crois qu'il est face à une alternative, c'est soit il vit avec le temps de sa science, soit il vit avec son temps contemporain. Et aujourd'hui, on vit une révolution. Alors, on n'arrive pas à la définir, cette révolution numérique, on est dedans, donc ce seront sûrement les historiens qui font le travail pour nous beaucoup plus tard. Mais on vit une révolution de l'écriture par le numérique, et alors sans vouloir faire du Michel Serres, parce que j'en ai pas le talent, mais je pense qu'effectivement, on vit une révolution aussi profonde que l'imprimerie, que l'ère de l'imprimerie. Et on n'écrira plus jamais de la même manière à l'ère numérique, parce que l'historien, il a l'habitude de poser sa problématique, de faire un long développement, d'argumenter. Aujourd'hui, l'écriture numérique, ça n'est pas une écriture linéaire, c'est une écriture en profondeur. Et la notion d'argumentation, il va falloir revisiter tout ça, parce que quelque part, vous le disiez très bien, on n'a plus le temps. C'est-à-dire, on a 2 minutes, 3 minutes pour convaincre, et à partir de ça, on ne peut pas écrire une thèse. Donc je crois que l'historien pour lequel l'écriture est un fondement, puisque c'est ce qui fonde la science historique, c'est l'écriture. Aujourd'hui, si on veut rester légitime dans notre science et dans ce monde-là, pour pouvoir parler peut-être d'identité nationale, de former les gens à connaître leurs racines, mais il faut aussi parler leur langue. Et l'humanisme a fait qu'on a traduit, alors c'était la Bible en langue vulgaire, qu'on l'a diffusée copieusement à des gens auxquels on a appris à écrire, à lire. Et c'était le début d'une accessibilité savoir. Aujourd'hui, on parle beaucoup de démocratisation encore des savoirs, peut-être plus à l'école, puisqu'on a remporté le pari des 80% d'une génération au bac. Néanmoins, il reste 10-12% incompressibles. Et peut-être que l'écriture numérique nous permettra d'aller vers cet humanisme 2.0, puisqu'on n'écrira plus jamais de la même manière, on ne lira plus non plus de la même manière. Et il faut vivre avec son temps. Donc moi, ça m'a ouvert les yeux, et j'ai eu besoin de rencontrer des gens qui ne me ressemblaient pas pour comprendre que si l'acte pédagogique il se poursuivait comme tel, on allait vers une rupture. Alors, pour n'avoir... Parce que les grands débats selon lesquels le niveau monte ou le niveau baisse, je pense que tout ça, c'est un peu du gadget pour nourrir de grands propos, mais il y a un moment, il faut qu'on continue de se comprendre, et pour ne rien avoir à renier sur le fond, il faut être accessible sur la forme. D'où mon passage aux nouvelles techno. Alors, je ne suis absolument pas un geek pour autant. C'est pour moi, on en parlait tout à l'heure, c'est un outil, mais la découverte de cet outil m'a fait comprendre que c'était aussi un territoire. Et avec cet outil, on génère de l'intelligence. Et si elle peut être collective, tant mieux. Donc ça, c'est le projet de Calimedia ? Alors, le projet de Calimedia, c'est d'évangéliser sur le terrain, c'est-à-dire de dire, voilà, moi j'ai vécu ça dans l'école, je pense que maintenant il faut arriver à prêcher cette bonne parole sur le terrain de la formation continue. Il y a des gens d'abord les pédagogues, je travaille aujourd'hui avec des offices de tourisme, des gens qui montent des stratégies digitales. Et donc, si on reste sur une approche qui est celle du numérique comme un outil, je pense qu'on va rater la notion d'aménagement du territoire. Aménagement du territoire numérique pour un aménagement numérique du territoire, ou l'inverse, parce qu'aujourd'hui, la question de la poule et de l'œuf, c'est un petit peu complexe. Donc, Calimedia, c'est une société de conseil qui propose de regarder le numérique autrement, c'est-à-dire pas uniquement du point de vue de la technologie pure, parce que là on est, alors je ne suis pas économiste, on n'est pas sur de l'obsolescence programmée, en ce sens que mon téléphone, mon ordinateur ne va même pas avoir le temps d'arriver jusqu'au point de l'obsolescence programmée, puisque
j'aurais racheté avant. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les musées, c'est que les gens qui accompagnent les techniciens sont des gens qui sont du côté, sans aucun caractère péjoratif, mais du côté de la mécanique de la technologie. Et je pense que pour arriver à discuter du numérique, il faut qu'on soit plus nombreux, qu'on soit pluridisciplinaire pour pouvoir passer du côté des usages, des usagers, de manière bien plus pleine que sur une approche que je pense aujourd'hui finalement assez fétichiste des technologies, pour prendre un terme marxiste, mais on a une approche vraiment fétichiste des technologies. Et donc, je le disais en introduction, pour moi, quitter l'académie, c'est sortir du zoo et dire soyons concrets, soyons réels et adaptons-nous, parce que là où l'académie devient un zoo, je parlais des humanités numériques, aujourd'hui, soit on est du côté des humanités, soit on est du côté de l'informatique, et il n'y a pas aujourd'hui de section pour les enseignants-chercheurs qui soit le véritable mélange des humanités et de l'informatique. Donc là, on est en dehors des clous de l'académie. Ça veut dire que j'essayais de trouver une place dehors pour travailler avec à la fois des webmasters et des conservateurs qui chacun reste expert de leur domaine. Et moi, je les aide, je les accompagne à monter des projets en humanité numérique.